plaisir de recevoir aujourd'hui Alassane Niang. Il est consultant international, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Il a travaillé depuis une quinzaine d'années dans l'accompagnement des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans la mise en œuvre des réformes et politiques publiques. Monseigneur, bonjour et bienvenue sur Wolf TV. Bonjour Hassan, ravi d'être votre invité aujourd'hui et j'en profite pour saluer vos téléspectateurs. Juste ajouter à la présentation que vous êtes aujourd'hui aussi président de parti, le parti Jitel Waref. Quand je revois un peu votre parcours à Alassane, la question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi avez-vous décidé d'entrer en politique? Merci Hassan, vous me donnez l'occasion de m'adresser aux Sénégalais et d'expliquer un petit peu le choix que j'ai opéré. C'est une prise de conscience. Pourquoi je me suis engagé en politique? Cet engagement procède d'une prise de conscience. Vous savez, quand vous travaillez depuis une quinzaine d'années donc dans les politiques publiques, dans les réformes institutionnelles, donc la gouvernance publique de façon générale, il y a un constat qui s'est dégagé, c'est que nous traitons les affaires publiques avec beaucoup de ludisme. Et à partir de ce constat, ou bien vous faites le choix d'être dans la complaisance, ou bien vous faites le choix de combattre ce ludisme qui caractérise donc, nos politiques publiques. Voilà un peu ce qui a donné, je dirais, naissance donc, à mon engagement dans la politique. Nous allons analyser la gouvernance du Sénégal un peu plus loin dans cette émission, mais parlons un peu d'abord de votre parti qui vient de naître. Comment se comporte ou bien comment se porte Jitel Waref? Alors, Jitel Waref, le devoir en mouvement, a été mis sur pied il y aura bientôt un an. Et donc nous serons donc, le dimanche prochain à Thiès pour célébrer le premier anniversaire donc, de notre parti. Le parti, il est né, je dirais, donc d'une réflexion. Mais cette réflexion nous a amené à faire une revue de l'ensemble des politiques publiques du Sénégal depuis 1958, dans tous les domaines. Donc nous nous sommes attachés à regarder donc, les différents domaines, que ce soit dans le domaine agricole, les finances publiques, dans le domaine de la pêche, tous les secteurs qui caractérisent donc, le fonctionnement du pays ont été passés à la loupe pendant 3 ans. Alors, à partir du moment où nous sommes arrivés à la conclusion donc, de ces travaux, nous avons décidé et on a constaté que le problème qui caractérise notre pays est un problème de valeur. Donc nous avons décidé de créer et d'écrire ce qu'on appelle un référentiel des valeurs, à partir duquel nous avons esquissé une vision de ce que devrait être le Sénégal, une vision d'un projet sociétal. Et à partir de laquelle vision et duquel projet sociétal, un projet et un programme politique à servir aux Sénégalais. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons décidé de nous réunir autour donc de personnes imbues de principes, mais imbues également de valeurs, sur la nécessité d'un engagement. Alors, on s'était demandé si cet engagement doit prendre la forme d'un parti politique ou d'un mouvement, mais on s'est rendu compte que le cheminement qui nous a menés vers cet engagement ne pouvait pas être en adéquation avec le fait de mettre en place un mouvement ou de nous adosser derrière un parti politique. Voilà pourquoi on a créé Jitel Waref, le devoir en mouvement. Donc le parti, comme je le disais, a été mis sur pied il y aura bientôt un an. Donc nous sommes en train de travailler sur un maillage au plan national. Nous avons eu à la faveur donc, des élections législatives une expérience électorale au sein d'une coalition. Donc je peux vous dire aujourd'hui que le parti se porte bien. Donc il y a un certain nombre de réglages à faire pour vraiment parachever ce processus de maillage au plan national. Jitel Waref vient s'ajouter à la centaine de partis politiques au Sénégal. Qu'est-ce qui vous différencie de ceux que vous avez trouvés sur place? Alors, ce qui nous différencie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cheminement vers lequel nous sommes passés. Vous savez, au Sénégal, en général, quand on s'engage dans la politique, il y a toujours un soubassement, je dirais, de jouissance. C'est-à-dire qu'on s'engage dans la politique parce que c'est un moyen d'ascension sociale. On le fait parce que ça permet, je dirais, donc de se rendre visible afin d'être perçu ou aperçu par, je dirais, le prince pour bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Le choix de Jitel Waref, il est complètement autre. Comme je le disais, notre choix repose sur un constat. Et ce constat nous a amené à passer en revue vraiment les politiques publiques du Sénégal depuis 1958. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a considéré que quand on doit s'engager dans la politique, c'est une affaire qui est très sérieuse. On ne peut pas le faire, je dirais, dans une certaine forme de légèreté. Donc par conséquent, nous avons décidé vraiment de regarder les choses dans le détail. Alors ce qui nous différencie, c'est que nous procédons déjà notre engagement à partir d'un référentiel qui est le soubassement.
même de notre démarche. Et ce référentiel des valeurs a donné naissance à notre vision sur quel doit être le projet sociétal du Sénégal. Quel est le type de Sénégal que nous voulons aujourd'hui pour nos enfants, mais quel est le type de Sénégal que nous voulons dans les années à venir, c'est-à-dire dans les décennies à venir. Et à partir de ce moment, nous avons décidé maintenant de travailler sur un programme politique qui tienne compte non seulement de l'expertise des uns des autres, mais qui tienne compte également des besoins exprimés par le peuple, notamment par la base, puisqu'on a fait aussi le choix d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des Sénégalais, d'écouter la perception qu'ils ont des propres problèmes qu'ils vivent. Et à partir de tout ceci, nous avons décidé de nous réunir pour mettre en place le parti. Donc notre parti ne procède pas d'une logique de jouissance ou d'une logique vraiment d'avoir une certaine forme de privilège. Mais c'est de dire quelle est notre responsabilité dans ce qui arrive au Sénégal. Et à partir maintenant de ce questionnement, voir maintenant quelle est la solution. Mais non pas une solution politique, mais une solution qui repose sur une expertise, qui repose sur une vision, mais qui repose également sur un programme qui permettra au Sénégal d'aller de l'avant. Quand on parle de politique au Sénégal, on parle de vision, mais on parle aussi des doctrines. Et généralement, ces doctrines sont calquées sur des valeurs occidentaux. Aujourd'hui, quelle est cette, disons, la vision ou bien sur la doctrine de votre parti qui serait en tout cas en adéquation avec nos réalités? Bon, écoutez, vous touchez là une question très importante parce qu'effectivement, on s'est rendu compte depuis les indépendances que toutes les doctrines politiques au Sénégal, mais c'est le cas aussi donc dans les autres pays en Afrique, sont des doctrines qui sont calquées du modèle occidental. Alors, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'humanisme. Notre doctrine politique, c'est l'humanisme parce que nous considérons qu'à partir du moment où vous mettez l'humain au devant, au centre des préoccupations et des politiques publiques, donc vous affranchissez vos démarches de calcul politique. Voilà pourquoi nous considérons que le socialisme, le libéralisme, le communisme, toutes ces doctrines qui peuvent avoir le sens qui leur ont été donnés donc dans les milieux pour lesquels ils ont été conçus, mais en tout cas en Afrique, nous considérons que l'une des causes des échecs de nos politiques publiques, justement, est que nous n'avons pas des doctrines qui ont été conçues et pensées pour les réalités africaines. Mais à partir du moment où vous mettez en avant l'humanisme comme doctrine politique, ça veut dire que vous n'êtes plus dans des logiques de calcul. Parce que votre préoccupation essentielle, elle repose sur le traitement donc, de cet humain que vous avez en face de vous. Votre préoccupation principale, elle repose sur l'épanouissement de cet humain que vous avez en face. Voilà pourquoi nous avons décidé de considérer que notre doctrine ne pourrait être autre que l'humanisme. Placer l'humain au cœur de l'action publique, mais également de la réflexion qui doit sous-tendre cette action. Alors là, en début d'édition, je disais que vous êtes consultant international et spécialiste de la gouvernance publique, parlons de la gouvernance du Sénégal. Quelle note donnez-vous à notre manière de gouverner ce pays? Alors, je pense que ce serait peut-être un peu hasardeux de donner une note au Sénégal. Par contre, nous allons essayer de répondre selon un certain nombre de critères et d'indicateurs. Allez-y. Quand vous regardez, le Sénégal était la deuxième économie en 1960, derrière l'Afrique du Sud, en termes de PIB. Aujourd'hui, quand on cherche la place du Sénégal, il faut peut-être quasiment faire de l'archéologie pour retrouver la place du Sénégal donc, dans le continent. Même si je considère que, donc les données donc, le prouvent, que le Sénégal est la 4e économie au sein de l'espace CEDEAO. Mais quand vous ramenez la place du Sénégal à l'espace donc, africain, donc vous voyez que le Sénégal a perdu de sa superbe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième indicateur sur lequel on peut s'appesantir pour juger un peu les performances du Sénégal en matière de gouvernance, on peut le faire du point de vue économique, mais on peut le faire également du point de vue institutionnel. Parce que la gouvernance est une notion qu'on peut appliquer à finalement toute la marche du Sénégal. Aujourd'hui, si on prend le secteur de la justice, est-ce qu'on peut parler d'une gouvernance de la justice dans ce pays? La question, je crois que vous demandez à n'importe quel Sénégalais, la réponse, elle est évidente. Il n'y a pas de gouvernance dans le secteur de la justice, du fait, je dirais, des interactions et des implications qu'il y a entre les deux pouvoirs, judiciaire et exécutif. Alors, quand vous l'appliquez à l'économie, il faut savoir que le Sénégal n'a pas de modèle économique, ce qui est une aberration dans ce pays. Alors, comment voulez-vous avoir une gouvernance économique dans un pays où vous n'avez pas de modèle économique? Si je l'applique également à la manière dont nos ressources sont utilisées, il est clair qu'il n'y a pas de gouvernance. Parce que quand vous regardez un secteur comme l'or, j'annonçais que le Sénégal, la part du Sénégal est aux alentours de 5%. Comment voulez-vous parler d'une ressource
aussi stratégique que l'or, alors que le Sénégal ne tire de cette ressource que 5%. Donc là aussi, on voit qu'il n'y a pas de gouvernance dans ce domaine. Ou s'il y a une gouvernance, cette gouvernance, elle est mal choisie, donc elle n'est pas à la hauteur. Vous prenez les ressources halieutiques, la pêche, là aussi, on parle d'un échec. Vous regardez les politiques publiques dans leur ensemble. Aujourd'hui, quand on regarde les 3 fonctions principales d'un État, qui sont d'éduquer, de nourrir et de sécuriser. Vous regardez sur ces 3 fonctions, la gouvernance du Sénégal, elle est par terre. Donc, pour répondre à votre question, je dirais de façon très claire, je crois que je ferai appel à un syllogisme en prenant tous ces éléments que j'ai indiqués pour dire que malheureusement, dans le meilleur des cas, on dirait que la gouvernance du Sénégal en matière économique ou sur le plan des politiques publiques, elle est pauvre, sinon elle est inexistante. Prenons secteur par secteur. Vous avez tantôt parlé de la justice. Vous dites que c'est un secteur qui n'est pas, en tout cas, bien gouverné. Sur quoi vous basez-vous pour dire que la justice sénégalaise ne marche pas? Ben écoutez, la justice ne marche pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, le meilleur moyen, l'un des meilleurs indicateurs pour voir le fonctionnement d'une justice dans un pays, c'est que la justice, elle est toujours à contre-courant de la perception que les gens peuvent avoir des décisions de justice. Je prends un exemple. Quand vous regardez dans une affaire politique, aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire que la perception que l'opinion peut avoir d'une affaire pendante, par exemple, devant la justice, vous allez voir qu'elle est toujours, elle va toujours dans le sens de la décision qui est rendue par les magistrats. Donc la justice, elle est prévisible. Or, la justice ne doit pas être prévisible. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une logique d'indépendance, personne ne doit, en tout cas du point de vue de l'opinion, personne ne doit être en capacité de pouvoir de prédéfinir ou en tout cas voir quelle va être la décision de justice. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui a été inféodée à l'exécutif. Si bien que quand on est du côté du prince, par là, on est du côté du pouvoir, donc quels que soient les méfaits dont on peut être l'auteur, on est protégé d'une certaine manière. On a vu plusieurs cas, notamment donc les cas qu'on a connus avec des députés qui se sont rendus coupables de trafic de phobie, etc. On a vu les résultats. Il y a eu énormément de cas dans ces pays qui montrent aujourd'hui que notre justice, elle est malade. Elle est quasiment par terre. Alors, d'autres indicateurs sont là aussi pour montrer que la justice aujourd'hui n'est pas gouvernée. Pourquoi? Parce que quand vous avez un ministère de la justice qui définit la politique du parquet, même si les juges, les cours et tribunaux sont ceux qui incarnent donc la justice dans ce pays, mais à partir du moment où vous avez la politique du parquet qui est définie par le ministre de la Justice à travers la chancellerie, vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui définit et encadre la carrière du magistrat, qui est présidé par donc le président de la République, mais aussi avec le ministre de la Justice. Donc vous avez une sorte d'inféodation de la justice par rapport à l'exécutif. Et cela aboutit à quoi? Cela aboutit à ce qu'aujourd'hui, celui qui pense à sa carrière est obligé, disons, d'être dans le bord de l'exécutif. Or, on parle de la justice comme étant un pouvoir. Mais quand vous prenez la justice et vous l'érigez dans le cadre d'un ministère, donc là, vous êtes en train de lui enlever finalement ses prérogatives. Et donc, voilà pourquoi je pense que, et puis il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer ici, nous considérons que la justice aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait. En tout cas, elle ne s'exprime pas aujourd'hui au Sénégal dans le cadre d'un pouvoir. Quand ça ne marche pas, il faut réformer. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour en tout cas rétablir la confiance entre la justice et les justiciables? Alors, nous avons déjà commencé un certain nombre de travaux au Sénégal. Et moi-même, j'ai été entre 2011 et 2014 donc le responsable d'une réforme importante au Sénégal ici, dans le secteur de la justice, justement pour essayer de pallier, je dirais, certaines donc, des insuffisances du secteur. Notamment, comme vous le savez, au Sénégal, nous avions jusqu'en 2014-2015 ce qu'on appelle les cours d'assises. Depuis la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, on n'a plus de cours d'assises au Sénégal. En lieu et place, on a mis en place des chambres criminelles permanentes. Ces chambres criminelles permanentes aujourd'hui permettent d'alléger les rôles au niveau donc je dirais des cours d'appel, au niveau également des tribunaux de première instance, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait que 2 cours d'appel au Sénégal. Il y en avait une à Dakar et une à Ziguinchor. Mais avec l'avènement donc de cette réforme qu'on appelait le programme sectoriel justice, que j'ai dirigé en tant que directeur des réformes, nous avons réussi
justement à réformer la carte judiciaire du Sénégal et faire en sorte qu'en lieu et place des deux cours d'appel, nous avons aujourd'hui maintenant une cour d'appel à Thiès, une à Saint-Louis, une à Tamba, qui a été installée dernièrement, et une à Kaolack. Alors, réforme de la carte judiciaire a permis, je dirais, d'améliorer un petit peu le processus de la chaîne pénale. Nous avons également ce qu'on appelle, comme je le disais tout à l'heure, donc les chambres criminelles permanentes aujourd'hui qui traitent, je dirais, les affaires criminelles de façon continue, de façon permanente. Et ça aussi, ça a permis d'alléger un petit peu donc les prisons, parce que la surpopulation carcérale qui était aussi, je dirais, une des conséquences donc de ce genre de ces cours d'assises, aujourd'hui, ça en est trouvé un petit peu amélioré. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand vous prenez aujourd'hui la chaîne pénale dans son ensemble, la chaîne, elle démarre avec la police ou la gendarmerie, elle se termine avec l'administration pénitentiaire. Et quand vous regardez aujourd'hui, au sein donc, de cette chaîne, vous regardez les différents maillons de cette chaîne, vous avez des dysfonctionnements à tous les niveaux. Ce qu'il faut maintenant, c'est de voir par exemple les cabinets d'instruction aujourd'hui. Les cabinets d'instruction fonctionnent avec un certain nombre de dossiers par an, mais quand on regarde le retard qui est imputable à l'exécution, par exemple, de la justice et l'exécution des délégations judiciaires, on se rend compte que certains éléments sont imputables au cabinet d'instruction. Or, quand vous regardez, par exemple, le rôle des cabinets et donc les différentes étapes par lesquelles les cabinets doivent passer, il y a ce qu'on appelle les notices trimestrielles que chaque juge d'instruction doit envoyer au président de la chambre d'accusation. Et le président de la chambre d'accusation, il a l'obligation non seulement de faire des retours à ces notices trimestrielles, et faire en sorte qu'en cas de besoin, ou quand on note par exemple qu'il y a un dossier qui est pendant depuis quelque temps, sur lequel il n'y a pas d'avancée, il a l'obligation, il a la faculté de saisir le cabinet d'instruction, le juge en question, et même de demander au procureur de la République, par exemple, donc de se saisir afin de... par exemple, d'un dépôt, d'un mandat de dépôt, etc. Mais quand on regarde ces différents maillons de la chaîne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Un autre dysfonctionnement qu'on a noté dans la chaîne pénale, c'est par exemple l'exécution des délégations judiciaires. Vous avez une aberration au Sénégal qui est que vous avez les officiers de police judiciaire qui sont sous la tutelle administrative du ministère de l'Intérieur, mais la tutelle technique est sous le parquet. Donc si vous avez aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je parlais de l'inféodation de la justice par rapport au pouvoir, elle s'exprime ici parce que, imaginez, vous avez un juge d'instruction qui donne une exécution, une délégation à exécuter. Cette délégation, elle est exécutée par qui? Par un officier de police judiciaire. Il suffit qu'il y ait une divergence entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, le système est bloqué. Donc là aussi, ce sont des pistes qu'il convient de réformer, et c'est à partir des réformes de tous ces éléments que nous allons avoir une justice affranchie permettant d'être aperçue et perçue de façon positive par le justiciable. Donc il y a beaucoup de réformes car il y a beaucoup de dysfonctionnements, mais il faut le faire avec audace, il faut le faire avec courage, parce que la justice, elle est, je dirais, le ciment de la démocratie. La justice est l'élément à partir duquel vous allez pouvoir garantir ce qu'on appelle l'investissement, qu'il soit étranger ou qu'il soit sénégalais. Sur le plan économique, parlons-en aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt de courage en parlant des réformes qu'il faut au niveau de la justice, mais est-ce que ce courage-là n'est pas plus important au niveau de l'économie, car nos pays sont en tout cas dirigés par les institutions de Bretton Woods? Mais absolument, vous avez parfaitement raison. Il faut de l'audace, il faut du courage dans les choix que nous allons mener, les choix politiques notamment. Quand vous prenez l'économie, je disais tout à l'heure que c'est dommage que le Sénégal n'ait pas de modèle. Or, et je reviendrai rapidement sur le choix de Djital Waref, c'est que nous sommes même en train de réfléchir à ce qu'on appelle une pensée stratégique pour le Sénégal. Aucun pays en Afrique, à part peut-être l'Afrique du Sud qui a un document qui s'y rapproche un petit peu, aucun pays en Afrique ne dispose d'une pensée stratégique. Or, quelle est l'importance d'une pensée stratégique? Elle permet de transcender ce qu'on appelle le caractère partisan d'un pays. C'est-à-dire que vous sortez avec une pensée stratégique de ce qu'on appelle la logomachie. C'est-à-dire, vous sortez aussi ce qu'on appelle du panurgisme qu'on connaît. Et c'est ce panurgisme qui amène justement les institutions internationales à dicter des modèles qui ne conviennent pas à nos pays. Or, quand vous faites des choix audacieux, votre politique économique à part de vos ressources,
de vos spécificités, mais également de votre réalité. Donc sur le plan économique, qu'est-ce que le Sénégal doit faire en réalité? Le modèle à partir du Sénégal doit se reposer, c'est la transformation. Nous ne pouvons pas développer notre pays tant qu'on n'aura pas compris l'importance de transformer, quelles que soient les ressources dont on parle, qu'il s'agisse des ressources halieutiques, des ressources minières, transformer. Et à partir du moment où vous transformez, vous ouvrez la voie à un certain nombre de possibilités, notamment sur le plan industriel, sur le plan des services, sur le plan de la logistique et même sur le plan de la formation. Donc, je crois que le choix le plus courageux aujourd'hui que le Sénégal pourrait prendre, c'est celui qui consiste à transformer son économie selon les ressources qui existent. Transformer ces ressources afin de bâtir une industrie, et c'est cette industrie qui sera en capacité de traiter la question de l'emploi. Donc je considère que la justice est un élément essentiel. Vous avez raison de souligner que l'économie l'est tout autant, parce que si vous n'avez pas un modèle économique, vous ne pourrez pas faire face à vos politiques publiques de façon générale. Et le plan Sénégal émergent, dont certains se glosent, se targuent, etc., n'a eu comme conséquence un endettement du pays. Or, si vous aviez une politique économique digne de ce nom, le plan aurait été financé par justement ce plan. Mais aujourd'hui, quand on regarde le plan Sénégal émergent, nous sommes aujourd'hui à 64% de taux d'endettement par rapport au seuil de l'UEMOA, alors qu'en 2012, le Sénégal était à 22% de taux d'endettement. Parce que comme vous le savez, avec l'effacement des dettes décidées par Glenn Eagles en 2005, avait amené le Sénégal à drastiquement baisser son taux d'endettement, qui était alors de 12% en 2006-2007, passé à 22% avec l'avènement du président Macky Sall. Aujourd'hui, on est à 64%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans un pays qui est presque au bord de la faillite. Et ces choix, aujourd'hui, ne doivent plus être des choix dictés par des questions de politique politicienne. Il faut que ce soit des choix dictés par un impératif, je dirais même de survie de notre pays. Voilà pourquoi je considère que ce que vous dites sur l'économie est extrêmement important. Alassane Niang, merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité et donc d'avoir été aussi donc face à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons juste après le journal pour la version Wolof de ce magazine.